Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Territalk Show, le podcast des agents de la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel qui structure le dialogue social dans les collectivités locales et établissements de la fonction publique territoriale, les instances représentatives du personnel. Pour bien situer quel est le rôle de chacune d'elles et quel enjeu s'y noue, je suis accompagnée de nos 3 invités experts. Delphine, secrétaire générale adjointe du syndicat EFO Loire-Forêt. Bonjour Marion, bonjour à tous. Catherine, secrétaire générale du groupement départemental du Morbihan. Bonjour Marion. Bonjour Catherine. À tous. Et Laurent, secrétaire général adjoint de la Fédération Force ouvrière des services publics et de santé. Bonjour Marion, bonjour à tous. Merci d'être avec nous et c'est parti. Avant de rentrer dans le détail peut-être des différentes instances, comment on peut devenir représentant du personnel ? Alors pour devenir représentant du personnel, il y a plusieurs façons, on va dire. La plus répandue, c'est d'être c'est suite aux élections professionnelles, c'est-à-dire que là, on va y être. Vous savez qu'il y a des élections professionnelles en décembre 2026. Les organisations syndicales montent des listes, et sur ces listes, les agents qui sont présents peuvent être élus. Vous êtes en position d'éligible ou plus ou moins non éligible, et si vous êtes élu, effectivement, vous devenez représentant du personnel au sein du CST ou au sein de la CAP ou au sein de la CCP. Et puis, il y a aussi pour certaines autres instances, ça va être la désignation. C'est-à-dire que c'est l'organisation syndicale qui est représentante, par exemple, au CST, qui va vous désigner pour aller siéger dans la F3SCT, par exemple. Donc, il y a des instances au niveau local, on pourrait les définir comme ça, et au niveau national. Peut-être qu'on va commencer par définir les locales avant de passer au niveau national. De façon assez synthétique, qu'est-ce qu'il y a comme instance au niveau local ? Alors, au niveau local, il y a 2 types d'instances. Il y a des instances qui gèrent tout ce qui est collectif. Donc ça va être notamment dans vos collectivités, les CST, donc Comité social territorial, et les F3SCT qui sont des formations issues de cette instance. Et au niveau individuel, on a les CAP pour les titulaires et on a la même chose pour les contractuels qui s'appellent CCP. On va voir dans le détail tout à l'heure. Mais justement, rentrons dans le détail. Pour commencer, le CST, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu le disais, comité social territorial. C'est quoi son rôle, son fonctionnement, sa composition ? Alors, le CST est une instance paritaire qui est composée d'un collège employeur et d'un collège de représentants du personnel. Et donc, ce CST, ce comité donc, social territorial, se réunit pour parler des conditions de travail, pour parler notamment des lignes de gestion, pour parler de les réorganisations au sein de l'institution. Donc, en fait, ce comité impacte la vie de tous les agents au fil de l'année. On peut peut-être donner des exemples de projets, de dossiers qui s'y tiennent. Vous pouvez avoir, j'en ai parlé, donc c'est dans le CST qu'on va négocier ce qu'on appelle les lignes directrices de gestion. C'est-à-dire, c'est là où on va discuter des ratios d'avancement, des conditions de promotion. On va également pouvoir y discuter des réorganisations de services. Et ça a son importance parce que ne serait-ce que de décider, par exemple, qu'un centre médico-social va changer d'endroit, donc la résidence administrative des collègues ont changé, ça va peut-être impacter les frais de déplacement. La résidence administrative peut aussi donner lieu à une mobilité. Donc c'est pour ça que c'est très très important de s'y pencher. Et il faut savoir que c'est une obligation pour la collectivité de présenter certains dossiers en CST, même si l'avis est consultatif, les représentants du personnel ont accès à toutes les réorganisations, etc. C'est une obligation pour l'employeur. On va y retrouver également tout ce qui va concerner le temps de travail, les conditions de travail, bien évidemment, et puis dans certaines collectivités, ce qui va être aussi la santé et sécurité. Ça, on interviendra dessus tout à l'heure, mais dans certaines collectivités, effectivement, ça fait partie du comité social territorial. Et pour revenir sur ce qu'a dit Catherine, et à travers tout ce qu'on y présente, ce qui est important aussi, c'est de le travailler en amont. C'est-à-dire qu'au moment des élections professionnelles, il y a ce qu'on appelle un protocole préélectoral. Et là, il est important que la parité dont parlait tout à l'heure Catherine soit travaillée et négociée de façon la meilleure possible. Ce qui veut donc dire qu'en face de nous, il est important qu'on ait les employeurs. Aujourd'hui, Catherine, je pense, donnera un exemple tout à l'heure, mais c'est primordial qu'en amont,
on négocie pour que les employeurs, ce qui normalement dans 90% des cas se passe, soient face à nous pour pouvoir justement échanger, parce que c'est le lieu. Vous savez, il existe en amont, on fait des groupes de travail, toutes ces choses-là, et tous ces groupes de travail ne sont pas l'instance. C'est dans l'instance qu'à un moment il va falloir voter, qu'il va falloir prendre une décision. C'est dans l'instance qu'on va nous donner les éléments, tu le disais, tout ce qui va être les éléments contractuels pour pouvoir prendre notre position. Il est rare qu'on ait parfois les éléments en amont. On arrive sur table, je vais prendre par exemple, si on négocie les conditions de travail, parfois, sur table, on nous apporte un dossier et puis on doit le travailler un petit peu comme ça. Donc, c'est vraiment dans cette instance que les décisions se prennent. Donc, il est important qu'on ait l'employeur en face de nous. Et l'ordre du jour, il est fixé comment de ce CST? C'est l'employeur qui met tout ce qu'il veut ou côté représentant du personnel, nous aussi, on a notre mot à dire sur l'ordre du jour? Alors, la collectivité propose effectivement un ordre du jour sur lequel on peut rajouter des points. C'est vrai que je rebondis sur ce que disait Laurent, c'est le seul moment où les représentants du personnel peuvent faire remonter vos revendications, vos besoins aux élus. C'est l'instance où on est face aux élus et où on peut se permettre effectivement de placer en points divers des sujets qui vous concernent. C'est vraiment l'instance de vie de votre collectivité. Et pour compléter ce que dit Delphine, c'est très important en fait cette vie de l'instance parce que ça va donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal et d'un relevé de décision qui sont donc communicables aux agents. Et donc les agents prendront vraiment connaissance de ce procès-verbal et de ce relevé de décision pour savoir ce que nous y avons dit, ce qu'on a porté comme revendication et qui est effectivement, comme disait Laurent, le résultat aussi de groupes de travail en amont. Il y a des dossiers, me semble-t-il, qui peuvent être très techniques ou justement très spécifiques sur certains métiers. Est-ce que, même si en tant que représentant du personnel, on travaille les dossiers, on les prépare en amont et on consulte les agents souvent pour vérifier que ça colle au plus près de la réalité de terrain, est-ce que pour pouvoir objectiver ou mieux expliciter un petit peu le dossier, il y a possibilité qu'il y ait des agents qui viennent sur le CST pour illustrer un petit peu le dossier? Oui, alors c'est ce qu'on appelle les experts. Là, il faut faire la demande en amont du CST en précisant que l'organisation syndicale souhaite faire participer un expert. Alors l'expert ne peut pas y poser de questions, mais par contre, il peut amener son expertise sur un sujet particulier. Il faut savoir, la question est intéressante parce qu'il faut savoir que souvent, les organisations syndicales ne se rendent pas compte qu'en face d'eux, ils ont déjà des experts qui ont été nommés. C'est-à-dire que quand l'administration arrive avec un directeur de service ou un sous-directeur et qui vient exposer le schéma de ce qu'ils veulent mettre en place ou le dossier qu'il a à présenter, il vient en tant qu'expert. Et ce qu'il faut aussi faire très attention, c'est que l'expert ne doit pas être là au moment du vote. Il ne doit pas être présent, il ne doit pas prendre part au vote. Il ne faut pas qu'il soit présent. C'est pas leur rôle, ils n'ont pas leur mot à dire après ou en amont. Ils viennent en tant qu'expert et l'expert ne donne qu'une position, n'amène qu'une expertise. Souvent, on a des dossiers qui passent où évidemment chaque syndicat émet un avis qui peut être différent des uns des autres, mais il y a aussi des fois des dossiers où ça converge, on a un désaccord collectif. Est-ce que même si on n'est que consultatif, est-ce que ça peut avoir une certaine conséquence pour que ce dossier-là soit considéré comme qui ne passe pas ou qui puisse être reporté justement pour rediscuter puisque en l'état ça passe pas? Techniquement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on vote entre deux collèges. Il y a le collège employeur et il y a le collège donc, des représentants du personnel. Si l'ensemble du collège des représentants du personnel émet un avis défavorable, il faut organiser une nouvelle instance 15 jours après. Et dans ces cas-là, l'avis sera réputé donné. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Marion, c'est qu'au moment de ces instances-là, et ça c'est notre boulot aussi de délégué syndical, c'est de pouvoir embarquer les élus qui sont présents pour leur dire, parce que ce que disait Laurent, c'est que les dossiers ont été préparés par les directeurs généraux et qui viennent les présenter avec leur expertise. Et donc là, les élus ont enfin le contrepoint, le contre-pouvoir avec les syndicats. Et donc on peut leur évoquer les difficultés de nos collègues, les cas concrets qui reviennent de terrain,
et parfois on arrive à embarquer nos élus et à surseoir à la décision. Donc là, on est plutôt donc le CST sur tout ce qui est sujet collectif. Si on rentre dans une autre... Tu voulais compléter sur le Oui, CST peut-être? ouais, juste un petit mot, c'était pour qu'effectivement, il y a la préparation du CST qui est très importante, en amont de tous les documents qu'on peut recevoir. Il y a la préparation technique et puis la préparation politique, qui est aussi le rôle de l'organisation. C'est-à-dire que c'est aussi notre rôle de rencontrer la présidente de la collectivité, le maire, l'adjoint, enfin le président en charge du personnel, et de lui apporter la position de l'organisation en amont du fait que comment ça va être présenté au CST. Si on ne le fait pas en amont, ça veut dire on n'a plus en fait qu'une seule possibilité de se donner cet échange. Donc l'échange, il faut le provoquer avant. C'est important parce que le CST, le dernier recours en fait, au final, la seule chose, et Catherine vient de le dire, c'est que si on vote, toutes les organisations syndicales votent à l'unanimité et contre, ça va repasser dans les 15 jours qui suivent. Donc, il faut effectivement, techniquement, qu'on le travaille en amont, mais il faut le travailler aussi politiquement. C'est important, parce que si on ne fait pas ça, ça veut dire que derrière, on subit en fait. Et si on veut être acteur de la situation dans nos collectivités, eh bien, il faut qu'en amont des CST, ou en amont d'une CAP, puisque je pense que tu voulais aller sur les individualités, eh bien, en amont de tout ça, il faut qu'il y ait de la négociation. Et l'instance, en fait, finalement, elle n'est pas là pour faire la négociation en elle-même, elle est là pour la valider. Mais donc justement, tu me fais la transition entre le collectif et l'individuel. Donc je voulais aller un peu plus loin sur la CAP. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire CAP? Et concrètement, c'est quoi la différence avec le CST? Qu'est-ce qu'on y fait dans cette CAP? Alors, la commission administrative paritaire, c'est uniquement pour les questions d'ordre individuel, contrairement au CST où on a vu que c'était que collectif. Là, on va traiter, par exemple, les contestations d'entretien, les refus de télétravail, vraiment tout ce qui est question individuelle. Et c'est une CAP pour tous les fonctionnaires ou il y a différents types de CAP? Alors, la CAP est consacrée uniquement pour les titulaires. J'ai oublié de préciser d'ailleurs qu'il y avait aussi tout ce qui est sanctions dans les thématiques abordées par la CAP. Et pour les contractuels, on a exactement la même chose en parallèle, mais c'est simplement la CCP. C'est une instance différente, mais qui fonctionne exactement de la même manière. Qui veut dire quoi, CCP? Commission consultative paritaire. Pour compléter ce que disait Delphine, c'est qu'effectivement, la CAP est partagée en 3 catégories, c'est-à-dire la catégorie A, B et C. Et donc, sur les listes électorales, quand les agents vont devoir voter pour leurs représentants, les catégories A vont voter pour les agents de catégorie A, les catégories B pour les catégories B et de même pour les C. Ce qui veut dire qu'un agent de catégorie C ne peut pas siéger lors de la CAP pour un agent de catégorie A. Concernant la CCP, c'est pas le cas. C'est tous les agents qui sont en CCP, notamment les agents contractuels, eh bien tout le monde est dans la même. Il n'y a qu'une seule catégorie. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de F3SCT, de formation spécialisée qui pouvait découler du CST. C'est quoi ce jargon F3SCT? Est-ce que c'est pour de l'individuel? Est-ce que c'est pour du collectif? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors la F3SCT, donc, qui est ce qu'on appelle la formation spécialisée, elle n'est possible que lorsque vous avez un collectif de plus de 200 agents. Sinon, les conditions de travail sont négociées au sein du CST. Mais dans le cas d'une collectivité où il y a plus de 200 agents, on fait une instance particulière qui est la formation F3SCT. On n'y parle que des conditions de travail, santé et sécurité. Il y a peut-être des exemples de dossiers pour illustrer un peu ce qu'on y fait dans cette... Vous allez avoir toutes les mesures de sécurité qui concernent notamment le travail en hauteur, chaleur. Vous allez avoir aussi les accidents de travail qui sont abordés. Quelles sont les améliorations qu'on peut apporter? Les dispositifs signalement, harcèlement moral, tout ça, effectivement, ils sont évoqués, les statistiques, le bilan social. Une spécificité de la F3SCT, c'est qu'elle est autorisée à se déplacer sur les différents sites, pour justement constater les conditions de travail et proposer des améliorations. C'est d'ailleurs une des, si ce n'est la représentativité pour un représentant syndical,
la plus importante. Quand je dis la plus importante, c'est-à-dire qu'elle ouvre l'entièreté des portes de la collectivité. Il n'y a qu'à l'intérieur de cette formation spécialisée que l'on peut se permettre d'aller dans n'importe quel service pour faire constater tel ou tel élément ou tout simplement pour le vérifier. Par exemple, pareil pour des agents des routes, quand vous achetez par exemple des tracteurs pour faire la tonte ou toutes ces choses-là, regardez si effectivement les choses ont été faites dans les normes, si les agents ont bien eu les équipements qui vont avec. Enfin, c'est l'instance qui est aujourd'hui vraiment très très importante pour les agents parce que c'est la vie au quotidien de l'agent. Tout à fait, on vérifie les normes, mais on vérifie aussi que tout le matériel et les bâtiments sont adaptés aux conditions de travail. Parce que parfois, les normes sont complètement sont pas suffisantes par rapport au quotidien des agents. Donc la F3SCT a quand même ce pouvoir de dire: «OK, on respecte les normes, mais au final, ça ne correspond pas aux besoins des agents». Voilà, on a un petit pouvoir sur cette instance-là. Et ce que dit Delphine est très juste, en fait, hein. La sécurité et la santé au travail, l'employeur le doit à ses agents. Et la F3SCT est là, effectivement, pour y contribuer et pour les améliorer. Alors peut-être pour détailler juste vraiment précisément tout ce que ça veut dire formation spécialisée, c'est formation spécialisée en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. Mais c'est vrai qu'on dit rarement tout ça. Dans cette instance, il ne faut rien lâcher. C'est-à-dire que bien souvent, on peut prendre par exemple des cas très graves, des situations de tentatives de suicide par exemple au travail, où la collectivité essaye de faire sortir de cette instance pour que ça parte ailleurs, pour que ce soit géré autrement, en s'enlevant toute responsabilité. Notre rôle, il est justement bien au contraire de dire si c'est dans cette instance qu'on doit régler les choses. Elle a été justement créée pour que l'employeur ne soit pas seul à décider. Alors, ce qu'il faut faire très attention, c'est que notre rôle aussi, c'est de rechercher les causes, bien souvent. C'est pas de désigner des coupables sur ça ou ça, c'est pas de dire la collectivité est responsable, c'est pas de dire un tel est responsable quand il y a eu un accident de service. Notre rôle, c'est d'aller rechercher des causes et de trouver des solutions. Ça, on n'est pas là pour enquêter sur un agent si il a fait ça de bien ou mal. C'est vraiment pas notre rôle. Mais donc, du coup, cette instance, elle a une force importante pour les organisations syndicales et pour les agents. Au-delà des problématiques bâtimentaires, normes, EPI, etc., il me semble qu'il y a aussi, dans ces formations spécialisées, le suivi de tout ce qui est déploiement du document unique, qui est quand même aussi quelque chose d'important. Et à travers le déploiement du document unique, dans les actualités, on le sait très bien, le mal-être au travail est assez prégnant. Et donc, on a le sujet des RPS, me semble-t-il, qui est aussi, qui peut très bien occuper pendant les formations spécialisées. Et donc là aussi, les représentants du personnel ont ce rôle à jouer de s'adapter aussi, j'ai envie de dire, aux réalités du quotidien, de ce que peuvent vivre les agents et comment on peut les soutenir, les accompagner à travers des formations, que ce soit à tous les niveaux. Des EPI, on parle par exemple de ces choses-là, c'est plutôt sur des agents de terrain, on pourrait le vulgariser comme ça. Pour autant, les managers peuvent aussi être concernés par des sujets de formation spécialisée et donc on est là pour tous. C'est aussi pour ça, et c'est important, parce que tu parles de formation pour les agents, mais c'est aussi la seule formation spécialisée sur la santé, sécurité au travail, conditions de travail, où il y a une obligation de formation des agents qui vont siéger dans cette instance. C'est une obligation. Il n'y a pas le choix. Il y a une partie qui est sur les conditions de travail, surtout qui vous prépare sur tout ça. Puis il y a une autre partie qui est justement sur les RPS, qu'on a les risques psychosociaux, pour former les agents justement face à tout ce qu'ils peuvent rencontrer. Et au-delà de ces 5 jours, puisque c'est 3 jours plus 2 jours, au-delà de ces 5 jours, il est important que les agents effectuent aussi les agents qui vont être les représentants du personnel, effectuent aussi des formations de leur côté pour pouvoir arriver à faire face à des situations qui parfois sont des situations qui sont parfois soit très graves, ou parfois aussi, on a en face de nous une administration qui refuse de reconnaître la situation. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut être fort, et pour être fort, il faut être formé. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Il est important que les agents, qu'on les accompagne, mais il faut aussi que ceux qui siègent et qui vont faire ce travail soient en amont formés.
Tu donnais l'exemple de comment la collectivité peut essayer de s'arranger un petit peu sur certains sujets, est-ce que ça ne passe pas par cette instance? J'ai en tête, par exemple, le danger grave et imminent qui pourrait aboutir à un droit de retrait. Semble-t-il, certaines collectivités peuvent être un peu frileuses que ce soit reconnu comme tel. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter quand les agents ont des doutes à venir lever le doute auprès des représentants du personnel pour Bah, le seul conseil qu'on faire, peut quoi. donner aux agents, par exemple sur un droit de retrait, des choses très simples. Il y a peu de temps, on a eu des inondations, ça peut arriver sur des tempêtes ou c'est des fortes pluies. On peut avoir par exemple un plafond où on constate en rentrant le lundi matin au travail que le plafond il est prêt à s'effondrer. Si vous alertez juste la collectivité, bah, effectivement, elle va vous donner sa décision en fait. Nous, la seule chose qu'on peut vous conseiller derrière, alerter les membres, votre organisation syndicale, qui va alerter les membres de la F3SCT, qui va tout de suite venir voir effectivement et constater. Et là, ça va vous mettre en position de force pour savoir si vous allez justement pouvoir exercer ce droit de retrait. Parce que bien souvent, le droit de retrait, on en entend parler, mais est-ce qu'on peut le mettre en place? Est-ce qu'on peut pas le mettre en place? Et bien évidemment que les collectivités, c'est très rare qu'ils vont vous dire d'eux-mêmes: «Ah mais bien sûr que si, vous pouvez exercer vos droits de retrait». Et c'est vraiment important, ce que dit Laurent parce que, la F3SCT, c'est vraiment la passerelle entre les agents et leurs conditions de vie et ce qui se passe au-dessus. C'est-à-dire que dans beaucoup de situations, les agents se retrouvent bloqués en signalant des choses qui vont pas et qui vraiment leur empêchent d'exercer leur mission dans de bonnes conditions et on voit que ça reste en statu quo. En passant par vos représentants du personnel, forcément, ça avance plus vite. Il y a un poids et ce poids, vraiment, dans le quotidien des agents, il est essentiel. Donc, il ne faut pas hésiter à aller solliciter les représentants du personnel. Et pour compléter ce que vient de dire Delphine, la F3SCT, elle est dotée d'outils. Donc, c'est ça qui est important. Effectivement, signaler à son supérieur hiérarchique que le toit va s'effondrer, mais là, on n'est que sur une alerte verbale, voire un mail. Tandis que dans la F3SCT, vous avez les fiches SST, les fiches de presque accident, et tout ça, c'est remonté en instance, c'est analysé, et on a une réponse à apporter à l'agent. Donc, on a une traçabilité. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, il se passe vraiment quelque chose en F3SCT. On est au plus près de l'agent et au plus près de l'administration. Et puis il y a aussi un point important, c'est la prévention. C'est-à-dire que c'est aussi le rôle de cette F3SCT de mettre en place des moyens de prévention. Je pense par exemple tout simplement aux lieux d'accueil. Aujourd'hui, on sait que de plus en plus, dans les lieux d'accueil, il peut y avoir des agressions, il peut y avoir notamment dans les services sociaux, ça arrive régulièrement dans les très grosses collectivités, mais même dans les petites collectivités pour les secrétaires de mairie. Et bien, en termes de prévention, on voit de plus en plus, avant de se dire il va arriver un accident, on a vu apparaître des boutons d'alerte, on a vu apparaître des vitres sécurisées, on a vu toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là, elles sont discutées en amont. C'est aussi le travail de cette instance de prévoir et de se dire attention parce que alors c'est beaucoup de travail. La F3SCT, c'est beaucoup de travail. Ça demande aussi du temps et de s'y consacrer parce que la difficulté aussi, c'est que, alors là, pour le coup, il n'y a pas forcément d'élus qui siègent toujours en F3SCT et que nous, notre devoir d'alerte, il est aussi envers l'employeur. Et que parfois, on sait aussi que l'administration, il y a un filtre en ce que nous, le message qu'on veut faire passer ou les choses qu'on doit dire à l'employeur, il a aussi ce rôle-là d'alerter et de porter, entre guillemets, les revendications. Alors, j'ai des revendications, mais on n'est pas tout à fait sur des revendications, mais de porter les besoins urgents ou moins urgents, que ce soit en termes de prévention auprès de l'employeur. Pour en finir avec cette instance, c'est important de rappeler aux agents qu'elle vit uniquement grâce à eux. C'est-à-dire que c'est leurs remontées qui font vivre cette instance. Les représentants du personnel ne peuvent pas être de partout, sur tous les territoires, surtout dans les grandes collectivités. Et c'est vraiment les retours des agents qui permettent d'être plus pertinents en instance, de faire remonter les bonnes problématiques. Donc vraiment, le message à faire passer, c'est venez voir vos représentants du personnel. Personne ne mord, normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont là pour ça, et pas que. Eh bien, justement, continuons sur le cheminement des instances.
Après la formation spécialisée, moi, je m'interrogeais un petit peu. Est-ce que ça fait partie des instances, le conseil de discipline, le conseil médical? Est-ce que c'est des instances locales? C'est Comment ça des marche? branches de la CAP. C'est des formations en fait de la CAP, au même titre que la F3SCT est une petite formation du CST. On est sur de l'individuel, mais effectivement, il y a plusieurs. Tout ce qui est sanction ne peut pas être traité au même titre qu'un refus de télétravail, donc il y a une branche spécifique pour les sanctions. Et là aussi, il y a des représentants du personnel qui siègent sur ces instances-là? Alors, ils sont issus, par exemple, pour le conseil de discipline de la CAP, des agents qui sont élus en CAP. Là encore, pour le même fonctionnement que pour la CAP, eh bien, un agent de catégorie C ne peut pas siéger dans un conseil de discipline. S'il a été élu en catégorie C, ne peut pas siéger dans un conseil de discipline d'un agent de catégorie B. Donc effectivement, c'est pour ça que là, c'est par catégorie et qu'en fait, ils sont issus de la liste des agents élus en CAP. On pourra peut-être faire un épisode spécial sur ce sujet pour rentrer un peu plus dans le détail aussi des compositions, des choses comme ça. Parce que Sur le conseil de discipline, oui. on pourrait en dire, le conseil médical aussi, je pense que là aussi, il y a une composition particulière. Mais effectivement, ça pourrait être un sujet à part entière et un épisode Terry Talk Show rien que pour ça. Si on dézoome un petit peu du local, je le disais en introduction tout à l'heure, il y a aussi des instances au niveau national. Est-ce qu'on pourrait peut-être donner des exemples d'instances au niveau national? Alors, on va avoir 3 instances au niveau national. Alors là, on a la chance d'avoir des camarades qui siègent dans ces instances. Donc, je pense qu'on a ce qu'on appelle le CSFPT, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui est l'équivalent d'un CST local. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être dans un CST local au sein de sa mairie ou de sa métropole, on est en fait face au gouvernement et aux représentants des employeurs. C'est-à-dire que c'est là où tous les textes qui sont en préparation ou tous les textes de loi qui sont faits pour la fonction publique territoriale sont présentés. Et là encore, il y a des élus. Alors les élus ne se font pas de la même façon puisqu'on n'élit pas les représentants au CSFPT de la même façon qu'on élit au CST, puisqu'en fait, c'est le résultat des élections professionnelles locales qui donne une représentativité au niveau national. Cette représentativité donne un certain nombre de postes au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Par exemple, nous, à Force ouvrière, nous avons 4 sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ce qui nous permet de faire entendre notre voix. Mais là, pour y siéger, il est important qu'au niveau local, eh bien, on ait une représentativité importante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le CCFP. Donc c'est le Conseil commun de la fonction publique. Et là, pour le coup, ce sont les 3 fonctions publiques qui sont réunies autour de la table face au gouvernement pour des questions plus générales de l'entièreté des 3 versants. À l'intérieur du CCFP, parfois, il y a des choses qui ne vont pas concerner la fonction publique territoriale, et puis parfois, il y a des choses qui vont être déclinées dans la fonction publique territoriale. Donc là, elles reviennent vers le CSFPT. Pour reprendre ce que disait Laurent, donc sur le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, c'est effectivement l'équivalent du CST, mais au niveau national. Et comme on a la formation spécialisée dans le CST, on retrouve des formations sur le Conseil supérieur aussi, par thématique, parce que vous vous rendez bien compte qu'au niveau national, on a tellement de textes qui traitent de thématiques différentes il serait impossible de les étudier tous. Donc, c'est découpé par formation spécialisée. Donc, suivant la thématique des textes, ils sont attribués à telle ou telle formation qui amende les textes, c'est-à-dire qu'on les modifie, on propose des modifications des textes, d'où l'importance d'être présent et d'être représenté de manière importante. On propose des modifications de texte qui ne fonctionnent pas toujours, il faut bien le reconnaître, mais elles sont ensuite proposées en instance plénière, donc directement au gouvernement. Donc c'est important d'être représentatif parce qu'on a besoin de la vision des agents pour se dire non, tel texte, effectivement, il y aurait des améliorations à apporter, etc. Vous avez des représentants, mais il est important qu'on les conserve
Et à votre échelle, à l'échelle locale, c'est vraiment là que tout joue. Donc, tous les textes de loi, même si ça paraît très loin quand on est dans notre petit quotidien, au final, ils sont issus de votre démarche d'aller voter au mois de décembre. Par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure concernant le CST, donc l'instance, c'est une instance qui est élue. Et donc en amont, il y a un protocole électoral à négocier. Et là, je vais vous parler, moi, de mon insatisfaction personnelle. Parce que dans la loi de transformation en 2019, donc, qui a réorganisé un peu nos instances et notre dialogue social, il y a eu la possibilité de maintenir ce qu'on appelle le paritarisme au sein de l'instance, le conseil du CST. Le paritarisme, ça veut dire effectivement un collège employeur, un collège représentant du personnel, et notamment ce qu'on entend par paritarisme, c'est le paritarisme numérique, c'est-à-dire le même nombre de représentants du personnel et le même nombre de représentants d'élus dans le collège employeur. Il se trouve que dans certaines collectivités, il y a une dérive. Ce paritarisme, d'abord, n'est pas obligatoire. Il est négocié au moment du protocole électoral. Et la dérive dont je voulais vous signaler, c'est que dans certaines collectivités, au niveau du collège employeur, ce ne sont pas des élus qu'on a en face de nous. En fait, on a 1 ou 2 élus, donc que le président de la collectivité a désigné, mais qu'en face de nous, on a beaucoup de directeurs généraux. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, ces directeurs généraux-là sont dans le collège employeur, mais vont présenter des bordereaux, des dossiers sur lesquels ils ont été experts. Donc en fait, ils sont juges et parties. Et ce paritarisme numérique-là peut être en fait un paritarisme de façade. Je reviens aussi sur ce qu'a dit Delphine sur la présentation de la CAP. La CAP est devenue, après la loi de 2019, une CAP plutôt contentieuse ou de recours. En fait, les syndicats n'ont plus la possibilité de peser, comme elles le faisaient avant 2019, sur les promotions, sur les avancements. Le sentiment des agents qu'on a pu récupérer notamment via le baromètre qualité de vie au travail, nous pointe effectivement cette opacité sur les avancements et sur les promotions. Et ça, c'est vraiment aussi ce qu'on a perdu dans cette fameuse CAP de recours instaurée après 2019. Et ma dernière insatisfaction, c'est notre mandat. Le mandat de représentant du personnel est de 4 ans. Or, il se trouve que les mandats d'élus, c'est 6 ans. Un mandat de conseiller municipal, un mandat de conseiller départemental, c'est 6 ans. Et c'est eux qui vont venir siéger dans nos instances. Et ce qui fait que, comme on n'est pas calé sur la même durée et les élections ne sont pas au même moment, et bien dans les instances, on a l'impression toujours de retravailler, de devoir réexpliquer à certains élus comment fonctionnent nos instances. Donc ça pèse aussi sur le dialogue social. Sur la CAP, on est quand même sur une perte de dialogue social dans ce que tu expliques. Enfin, moi, c'est mon sentiment, et je pense que c'est ce qui a vécu, en tout cas, depuis 2019. On voit effectivement que la CAP, d'une part, elles ne sont pas régulières, puisque c'est la collectivité qui va l'organiser au regard des demandes qu'elle a. Donc, c'est vraiment une instance qui fonctionne, en fait, du regard de l'employeur et non plus du regard de l'agent. Est-ce qu'il y a des négociations au niveau national qui continuent d'essayer de faire bouger les choses pour qu'on revienne à un dialogue comme avant sur les CAP ? C'est porté, nous, alors là, c'est plus pour le coup, c'est vraiment un message politique, c'est-à-dire que c'est porté plus, nous, au-delà des instances. On le fait au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mais on le fait aussi lors de nos rencontres avec les différents, soit ministres de la fonction publique ou parfois secrétaire d'État à la fonction publique territoriale. On le porte à chaque fois sur le dialogue social, puisque on nous présente le dialogue social en permanence en nous disant que c'est quelque chose qui doit fonctionner. Donc nous, on le répète sans cesse. C'est un cheval de bataille qu'on a à Force ouvrière. On répète sans cesse qu'effectivement le dialogue social, plus ça va, plus on le rogne, et plus ça va, plus il est revu à la baisse, et que pour le coup on se rend compte que ça ne va pas non plus dans le sens de ce que voudrait finalement aussi l'employeur. C'est-à-dire que eux-mêmes parfois se rendent compte que
c'est pas avantageux pour eux de ne pas avoir. En fait, quand je dis ça, c'est parce que les organisations syndicales, les représentants du personnel sont présents bien plus longtemps que ne le sont les élus. Et nous avons la connaissance, bien souvent, de l'antériorité de ce qui s'est passé dans la collectivité, que ce soit à titre collectif, mais que ce soit aussi à titre individuel. Lorsque la situation d'un agent arrive en CAP, parfois, il m'est arrivé, moi, à plusieurs reprises, en étant dans la collectivité depuis 20 ou 25 ans, de connaître très bien la situation d'un agent qui a eu des difficultés à une période ou qui a été et qu'on a pu aider. Et puis, face à des élus employeurs qui sont arrivés depuis 3 ans ou parfois même la direction et qui connaissent pas du tout la situation et vont, je vais prendre un exemple simple, mais par exemple donner des responsabilités à un agent à laquelle ça a pu le mettre en difficulté quelques années auparavant, ou le contraire. Donc, nous, on a cette antériorité et finalement, on s'aperçoit que les élus s'en rendent compte au bout de quelques années. Mais souvent, ils s'en rendent compte quand le mal est fait. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a certaines collectivités qui reviennent vers les syndicats et qui reviennent donc ça ne se discute pas en instance, mais ça se discute en groupe de travail sur les propositions d'avancement, les négociations au niveau des promotions. Delphine, Catherine, Laurent, merci à vous. On est déjà bientôt à la fin de cet épisode. Est-ce que vous auriez peut-être un dernier mot pour ceux qui nous regardent ? Alors moi, juste un petit mot à travers ce qu'on a pu présenter assez succinctement finalement de ce que sont nos instances. On pourrait échanger très longtemps et vous donner plein d'exemples parce qu'il y en a tellement. Mais juste dire aux agents qui nous regardent, je pense qu'à travers ce qu'on a pu exprimer, ils se rendent compte que l'importance des instances, qu'elles soient locales ou nationales, et que s'ils veulent être acteurs de leur vie professionnelle, acteurs de leurs conditions de travail, acteurs de tout ce qui les entoure au sein de leur travail, eh bien, c'est le moment, on va avoir des élections professionnelles, on va porter des listes. Force ouvrière va porter des listes partout au niveau national dans les collectivités. Eh bien, c'est le moment d'aller voir les représentants locaux et leur dire, voilà, moi je suis intéressé, j'ai envie de travailler sur la santé et la sécurité au travail, j'ai envie de travailler sur les conditions de travail dans les collectivités, j'ai envie de travailler sur les emplois du temps, j'ai envie de travailler sur ci, sur ça, j'ai envie de défendre les agents individuellement parce que ça m'intéresse. Eh bien voilà, rejoignez-nous, allez voir les camarades qui siègent dans nos instances, allez voir les représentants syndicaux de vos collectivités et puis inscrivez-vous sur les listes. Nous arrivons au terme de ce Taillis Talk Show consacré aux instances. J'espère que ces échanges vous ont été utiles. Si vous avez des questions et que vous souhaitez des précisions, vous trouverez en description un lien vers nos structures sur tout le territoire. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur notre chaîne YouTube pour un nouvel épisode du Taillis Talk Show. D'ici là, continuez à nous suivre, abonnez-vous, partagez et likez. À bientôt! À bientôt! À bientôt!